Bonjour à tous, je suis Yvan de Lastour, je suis responsable blockchain et crypto-monnaie chez BPI France et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir un panel de représentants d'entrepreneurs français dans ce secteur et qui vont nous en dire plus. Et donc ce que je vous propose, c'est peut-être chacun de vous présenter et de dire comment vous êtes tombé dans la blockchain ou les crypto-monnaies, ou les deux. Voilà, je vous en prie. Bonjour, Nelly Chatué-Diop, CEO et cofondatrice d'Ijara. Ijara est une plateforme d'investissement en actifs digitaux, crypto-monnaies, actions fractionnées, obligations, destinées aux populations d'Afrique francophone et à la diaspora. Mon histoire avec la blockchain, c'est une histoire d'amour, de coup de foudre. Et ça commence en fin 2015. Je tombe sur un post sur la plateforme Quora. Et quelqu'un parle de la blockchain et du potentiel pour disrupter les transferts d'argent internationaux. Et c'est quelque chose qui me parlait parce que ça faisait plus d'une quinzaine d'années que je vivais en France. Et comme toute personne qui part d'Afrique, qui s'expatrie, from day one, on envoie de l'argent à la famille, aux amis qui sont dans le besoin et on subit des frais astronomiques. Et je me dis, cette technologie et cette vision du monde que j'entrevois, je veux y adhérer, je veux y contribuer, je veux y participer pleinement. Et c'est comme ça que j'y plonge pieds, poings liés. Et depuis 2015, je n'arrive pas à parler pendant une heure sans prononcer le mot blockchain ou crypto-monnaie ou parler de ce monde que j'entrevois qui pour moi est à portée de main. Bonjour, Clément Berger-Lefranc, donc je suis le président et un des cofondateurs de Honest. Moi je suis tombé dans la blockchain en fin 2014-2015. J'ai découvert le mot blockchain et puis la mécanique derrière. Et comme j'aime bien vraiment comprendre en détail les choses, j'ai commencé à me pencher là-dedans, sur toute la littérature qui était en anglaise essentiellement à l'époque. Et là, pour de vrai, j'ai quasiment passé un mois sans dormir, mais pour de vrai, quasiment, parce que je ressassais en permanence la mécanique en train de dire, mais est-ce que j'ai vraiment compris la mécanique de décentralisation, cette capacité? Et donc, j'étais en train de projeter toutes les utilisations et la construction du monde de demain dont on allait être capable dans les 5, 10, 15, mais 100 ans à venir, dans des modèles décentralisés. Et, voilà. Et donc, ce qui m'a permis de couvrir un scope tout seul, très très large. Et puis, au fur et à mesure, de voir des applications concrètes. Et puis, c'est comme ça que nous, on est parti très rapidement, ce qu'on appelle aujourd'hui les NFT, mais à l'époque, ça n'avait pas de nom. La tokenisation du monde pour l'utiliser pour le monde de la logistique. Et aujourd'hui, Honest trace des responsabilités sur l'ensemble des réseaux logistiques très diverses dans différents secteurs d'activité pour n'importe quelle typologie de produit grâce à la technologie blockchain et la tokenisation de ces produits. Alors, j'expliquerai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais voilà comment je suis arrivé dans la crypto et dans la blockchain. Bonjour, Quentin Ricomard, je suis directeur financier de la société Ledger. Alors, c'est gentil de me mettre sur un panel d'entrepreneurs. Bon, je suis directeur financier pour entrepreneurs, peut-être un jour, mais voilà, je suis directeur financier. Comment a commencé mon histoire d'amour avec la blockchain et les cryptos? Elle a démarré chez Ledger, je suis arrivé il y a 3 ans et demi chez Ledger. Pourquoi je les ai rejoints? Parce que je viens d'un univers de finance plus traditionnel. J'ai toujours travaillé pour les industries qui, à mon sens, n'étaient pas tournées vers le futur. Je voulais rejoindre une économie qui était tournée vers le futur, et donc j'ai rejoint Ledger. Et ensuite, ce qui m'a attiré, et à l'époque j'étais déjà très attiré par les marchés financiers, c'est tout le marché financier nouveau qui a offert la crypto, toutes les utilisations possibles, que ce soit en finance décentralisée, en finance classique avec les échanges, et tout un marché qui s'ouvre. Tu as parlé de la tokenisation de tout, ça peut être tout un tas de choses comme un immeuble ou n'importe quoi, et un use case qu'on voit très fréquemment en ce moment qui est l'art avec les NFT. Voilà. Donc c'est pour tout ça que je suis arrivé, et le sentiment que je peux partager, c'est que on est encore au tout début du chemin. Tant c'est jeune, et pourtant il s'est passé déjà beaucoup de choses, mais
il va s'en passer encore beaucoup d'autres, mais je pense qu'on a l'occasion d'en parler. Merci. Moi, je m'appelle Frédéric Fior. Je suis le président et fondateur de Logical Pictures, du groupe Logical Pictures. Donc, on produit et on finance des films et on a deux activités le long de la chaîne de valeur. Moi, je dirais plutôt une histoire d'amour-haine. Avec les cryptos et la blockchain. Étant un entrepreneur un peu en série, c'est vrai que j'ai été fasciné par les possibilités qu'offraient ces nouveaux modes de décentraliser en termes d'opportunités business. J'ai suivi évidemment l'aventure Bitcoin. La facilité de transfert m'a aussi attiré. Et puis quand j'ai créé Logical il y a 6 ans, 5 ans maintenant, donc dans le cinéma, qui n'était pas un univers que je connaissais, moi je viens plutôt de la finance, j'ai immédiatement fait la connexion au bout de quelques mois, parce qu'au début j'étais vraiment dans l'apprentissage de mon business. J'ai fait la connexion entre notamment la partie smart contract et nos enjeux sur notre business, qui est une industrie, un secteur qui est réputé pour être opaque, très compliqué, avec des règles un peu complexes, mais on y reviendra. Et du coup, la facilité, enfin la promesse de transparence, d'automatisation des smart contracts notamment, m'a beaucoup excité. Et c'est là où c'est la partie N, c'est qu'en fait, on est quand même dans une techno qui est assez émergente. Et quand on a 15 développeurs blockchain, on se rend compte que finalement ça patine un peu. Donc heureusement BPI était là pour financer tous ces développements. Ce n'est pas encore un constat d'échec, je te le dis. Mais effectivement là on sent qu'on arrive maintenant à beaucoup plus de maturité et qu'on a des use cases qui se déploient. Et donc on a par exemple, on en parlera après, mais on a minté de premiers security tokens, on a une plateforme de NFT. Enfin encore une fois, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent grâce à cette techno. Merci beaucoup pour ces témoignages. Ce qui est déjà génial, c'est de voir justement la diversité des parcours, des backgrounds et finalement de voir que le coût d'entrée de cette techno est faible. Il faut s'y intéresser, il faut un peu bosser la nuit en effet, après le travail. Mais c'est quand même quelque chose de génial. Justement en termes de cas d'utilisation, qu'est-ce que vous voyez comme cas d'utilisation dans le court moyen terme qui pour vous vont exploser, que ce soit dans votre industrie ou dans d'autres industries, puisque la blockchain est une technologie sous-jacente qui s'applique à quasiment toutes les industries. Je ne vais pas être très sophistiquée hein, à très court terme, et je vais parler vraiment de l'expérience que je vois sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, Gérard, nous sommes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, Burkina, Guinée, Gabon. Et ce que les clients me disent, notamment les clients femmes, parce que je pense que nous sommes une plateforme où on a le plus de femmes, 40% de femmes investissent via notre plateforme. Elles me disent que pour la première fois, elles ont accès à de la propriété. Et ça m'a interpellée. Je me suis rendu compte que dans plusieurs zones aujourd'hui, encore en Afrique, les femmes sont considérées comme des propriétés, des objets. Et elles n'ont pas forcément droit à hériter quand leur conjoint décède ou le papa. Et du coup, posséder un peu de Bitcoin, posséder un peu d'actifs tokenisés demain, de NFT, c'est un patrimoine qu'on protège, c'est un patrimoine qui est appelé à fructifier, et c'est un gage d'avoir la plénitude de contrôle sur son futur. Et ça, c'est quelque chose à très court terme que je vois, que j'entrevois, et que j'espère voir se développer encore plus. À moyen terme, tu as parlé d'actifs tokenisés, et j'y crois énormément. Je vais vous donner aussi un autre exemple. Aujourd'hui, il y a le marché financier en Afrique centrale qui se met en place, qui prend de l'ampleur, et il y a des obligations qui sont rémunérées de manière très forte, entre 3% et 9%. Sauf que le coupon, c'est 1 million de francs CFA, donc 1 500 €, ou même 10 000 francs CFA, 15 €. Pour quelqu'un qui conduit une mototaxi,
ou pour quelqu'un qui vend des beignets de cacahuètes en bord de route, c'est pas possible d'investir 1 million de francs CFA, mais c'est peut-être possible d'investir 1000 francs CFA ou 500 francs CFA ou 100 francs CFA. Et ça, ce sera possible grâce aux actifs tokenisés. Donc moi, à moyen terme, j'y crois beaucoup. Je pense beaucoup qu'aujourd'hui, on pense que la crypto, la blockchain, c'est une subdivision de la fintech. Mais je pense que c'est plus que ça. Et c'est comme quand on pensait que Internet, c'était un média comme un autre. Et aujourd'hui, la télévision est sur Internet, la radio est sur Internet, la presse est sur Internet. Je pense que la blockchain, la crypto, c'est everything. Et on n'est qu'au début. Merci. Moi, dans les projections, il y en a deux. Je vais parler bien sûr de mon secteur d'activité, mais en deuxième. En premier, dans une projection beaucoup plus long terme, c'est la capacité de gestion de la data. Je pense que la blockchain va être en capacité. Surtout l'outil au sein de la blockchain, c'est l'unicité numérique. Et je crois qu'un des gros problèmes majeurs de notre génération, c'est la multiplication des datas. C'est copier-coller, cette augmentation des data centers. Et si on se projette vraiment dans une utilisation où on se dit une data, elle a besoin d'être à un endroit ou peut-être 2 endroits maximum et on peut certifier son intégrité et on n'a pas besoin de la multiplier des centaines et des milliers de fois sur plein de serveurs différents. Je pense que l'humanité entière fera des gains de consommation énergétique colossaux et ça sera bénéfique. Ça, c'est plus une vision à long terme. Il y a plein de gens qui travaillent ou qui commencent à travailler. C'est peut-être pas encore vraiment des problématiques. Après, sur une transformation en cours qui est très naissante, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est justement de tokeniser un peu le monde, non pas tokeniser pour mettre de la techno un peu partout, c'est vraiment dans la logique de se dire pour chaque produit physique, en fait, on va créer un tracker blockchain de responsabilité, son pendant en fait numérique qui est unique et infalsifiable. Toujours un peu dans cette optique environnementale, mais quand l'humanité prend la responsabilité de créer un produit, d'extraire des ressources, de créer un produit, la meilleure chose qu'on ait à faire déjà, c'est de respecter ce produit, de bien le transférer sur les réseaux logistiques pour éviter qu'il se casse, qu'il se dégrade, et puis ensuite de le consommer le plus longtemps sur un premier marché, sur un deuxième marché, sur un troisième marché. Et donc, nous, c'est ce qu'on s'attelle à faire, c'est-à-dire que justement, avec cette capacité de tokeniser n'importe quel produit, on est capable de tracer la responsabilité de ce produit tout au long de sa chaîne logistique. Et donc, par exemple, pour les colis chez Cdiscount, on va être en capacité pour chaque colis d'avoir cette responsabilité et à chaque fois que le colis va changer de main entre l'entrepôt, le transporteur, un point relais, eh bien les acteurs vont se transférer le tracker de responsabilité, ce tracker blockchain de responsabilité. C'est une mécanique de se refiler la patate chaude de la responsabilité. Et ça a des implications énormes puisque on re-responsabilise en fait tous les acteurs de la chaîne logistique quels qu'ils soient sur l'importance de ces produits et le fait de mieux les traiter. Et donc ça génère structurellement, alors dès aujourd'hui des mécaniques et des économies colossales en fait, puisque on réduit les pertes, les vols, les dégradations qui sont assez importante, à la fois dans le retail, là on fait de l'industriel aussi pour la SNCF, pour Orange ou des marques de luxe. En fait, tous ces secteurs d'activité ont les mêmes problèmes qui est inhérent à la logistique, c'est une multiplicité d'acteurs qui ont un peu rien à faire des produits et ce qui fait que ça génère beaucoup de bilan carbone positif, donc pas négatif pour l'environnement, beaucoup de pertes, de dépenses financières non justifiées et donc ça on le rationalise dans cette responsabilisation de l'entièreté de la chaîne logistique. Donc la grosse transformation qui est en train de s'opérer, c'est ça, c'est une re-responsabilisation des acteurs par cette technologie et surtout dans la logistique, alors c'est mon métier, mais le Saint Graal, ça a été la géolocalisation depuis ces dernières années. C'est assez difficilement acceptable de se dire qu'aujourd'hui, on doit produire des produits, des sortes de trackers de géolocalisation pour tracer d'autres produits. Déjà qu'on n'arrive même pas à obtenir nos matières premières pour construire des produits, et alors là, on crée d'autres produits pour en tracer d'autres. Je pense que ça ne va pas forcément dans le sens de l'histoire et qu'une des grosses transformations sera sur cette capacité de digitalisation, non pas pour faire de la tech, mais vraiment parce que ça nous rend service à court, moyen et long terme. Alors, nous, chez Ledger, on a un positionnement qui peut être un peu différent parce qu'on ne va pas se servir, par exemple, d'une technologie
blockchain pour accompagner une industrie qui est vue comme traditionnelle, qui peut être de la logistique ou autre chose, du traçage. Nous, on est un provider de cette industrie-là, donc le positionnement est un peu différent. Et donc, à mon avis, ma vision de ce que peut apporter la crypto, par exemple, sur le court terme, c'est ce qu'on voit déjà, notamment avec des communautés. On a parlé de l'Afrique, avec des pays comme le Salvador, le Brésil, qui en parle beaucoup. C'est que pour ceux qui se posaient encore la question de la dimension crypto un peu irréelle et le monde réel, ce pont, on l'a construit, il est là. Voilà. Ça, c'est la première chose, et je pense que ça va arriver très vite. C'est déjà en train de se passer. Donc ça, c'est très court-termiste. Voilà. Pour le moyen terme, on l'a déjà dit, mais c'est la tokenisation de l'économie. Donc c'est rendre liquide tout un tas de choses qui ne le sont pas forcément, qui peuvent être perçues comme telles, mais qui en réalité ne le sont pas. Demain matin, 10 personnes veulent acheter un immeuble. C'est extrêmement compliqué légalement, c'est extrêmement compliqué tout court de le faire. Le faire en tokenisant cet immeuble, c'est-à-dire on prend un token égale 1 euro, l'immeuble vaut 10 euros, chaque personne met 1 euro et a une partie de l'immeuble. Et on peut vendre, acheter, si l'immeuble prend de la valeur, le token prend de la valeur, etc. Et on rend liquide quelque chose qui n'était pas du tout avant. Ça, je pense que c'est un use case qui va arriver, qui a déjà démarré, mais qui est un peu moins connu et qui va arriver plutôt à moyen terme. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous dis ça au début, c'est-à-dire pourquoi nous on est de l'autre côté de la barrière, c'est que la mission qu'on essaye d'apporter avec notre société, c'est de rendre possible tout ce jeu, que les gens puissent posséder et que les gens puissent échanger. La posséder, c'est la propriété, être propriétaire de ses cryptos, de ses actifs digitaux au sens large, et les transférer. On en a parlé un petit peu, mais il y a quand même un avantage incroyable, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, et vous en avez parlé, c'est qu'on peut transférer de l'argent d'un point A à un point B très rapidement, à moindre frais. Donc, ce qui est quand même très nouveau dans l'économie financière, on va dire, du monde moderne. Voilà, je pense que ça, c'est d'un point de vue, moi, je suis plus axé marché financier et crypto que d'autres personnes ici, et je pense que c'est les deux choses qui vont être apportées par la crypto dans un laps de temps assez court. D'un point de vue un peu philosophique, moi je pense que ce que va vraiment apporter, ce qu'apporte aujourd'hui la blockchain, et la crypto, c'est vraiment la rupture de centralité. Je pense qu'on est dans un paradigme, tu l'as dit Nelly, on n'imaginait pas ce que devenait Internet. La blockchain est une couche basse également. Donc on est au niveau protocolaire et on a du coup on ne se rend pas du tout compte aujourd'hui des applications. Enfin, quand Internet est sorti, on ne pouvait pas imaginer Uber voilà. Mais tous ces services-là se sont construits avec une centralité. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des GAFAM, on a une centralité qui est faite, et on est construit comme ça. Le système capitaliste est centralisé. Et moi, ce que je trouve fascinant dans l'univers de la crypto et de la blockchain, c'est ce côté justement complètement décentralisé. Et ça correspond, je pense, en plus vraiment aux jeunes qui arrivent. C'est-à-dire que moi, j'ai des gamins qui ont 18 et 15 ans. Ils sont, je pense, plus dans un esprit coopératif qu'on pouvait l'être ou que l'étaient nos parents. Et je pense qu'allier cette techno-là et des possibilités qu'elle promet avec cet esprit-là qui est un esprit beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus communautaire, je pense que ça va produire des étincelles. Donc ça, c'est un peu mon espoir à moyen terme, parce que je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Et notamment ce qui se passe typiquement au Salvador, je pense que c'est un énorme accélérateur sur la partie des couches un peu plus hautes d'échange. D'un point de vue plus concret, alors moi je suis en plein dans la tokenisation. Donc ça y est, ça arrive, c'est là. Je crois beaucoup à typiquement la tokenisation d'une énorme partie de la finance, d'une grande partie de la finance et de l'asset management, ce qui veut dire que ça va rendre plus accessibles ces produits-là. Ça va aussi créer beaucoup plus d'inventivité au niveau de ces produits.
Et je crois beaucoup aussi à une relation plus directe des communautés avec les créateurs de contenu. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis dans un univers plus créatif. Et c'est marrant parce que les premiers modèles qui ont été faits là-dessus, c'était des modèles qui en réalité recréaient une centralité et faisaient une ICO pour financer ces centralités-là. Certainement les modèles qui émergent là, et on le voit d'ailleurs dans l'art, alors c'est très émergent pour moi, hein, et c'est pas réellement disruptif, mais ce qu'on voit dans l'art sur la partie NFT est intéressante parce que pas tellement pour ce qu'on en fait du NFT, mais pour réellement le fait qu'on recrée un lien direct entre la communauté d'utilisateurs, les fans, la base de fans, et le créateur de contenu. Et ça, c'est je pense aussi une dimension très puissante dans nos sociétés. Et je pense que c'est la richesse de demain, c'est ça. C'est le talent, c'est le créateur, quoi. Voilà. Donc potentiellement, on va pouvoir mieux connecter plus facilement, sans intermédiaire, les créateurs et ceux qui vont financer cette création. Je vais revenir sur ton aspect un peu philosophique sur la décentralisation, la centralité, et rajouter la gouvernance. Ce que j'ai aussi pu observer, c'est avec les DAO, Decentralized Autonomous Organization, c'est vraiment créer une sorte de communauté qui est gérée par des smart contracts. Donc toutes les règles de gouvernance y sont. Et quand on a ces jeunes, moi je parle des jeunes en Afrique, qui peuvent voter pour la première fois et voir leur vote pris en compte, vous n'imaginez pas la lumière dans leur regard. Ils apprennent la citoyenneté au travers de ça. Ils apprennent ce que c'est que de voter, ce que c'est qu'une vraie démocratie, ce que c'est que d'avoir une opinion et qu'elle soit infalsifiable, qu'on ne puisse pas la changer, et ça c'est énorme. Et cette génération-là, elle est appétente à ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça aussi pour pouvoir participer demain à la citoyenneté traditionnelle, parce que jusqu'ici, avec ce qui s'est passé avec nos parents, nos grands-parents, ils n'y croyaient plus, et ça remplit de beaucoup d'espoir aussi, ces nouveaux modèles de décentralisation, de gouvernance totalement distribuée, décentralisée, et de redonner le pouvoir aux communautés, ça c'est énorme. Merci beaucoup pour ces témoignages et ces visions. Maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, enfin, comme on dit, quand on est red pilé, une fois qu'on est dedans, tout paraît évident. Et puis, ça évolue très vite, mais on a des relais pour nous expliquer. Mais on est tous partis de zéro. Quels seraient vos conseils pour justement les gens qui s'intéressent au sujet, mais qui voient une marche trop haute, ou qui se disent c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour progresser sur le sujet, parce qu'il y a une curiosité? Tout le monde ne va pas devenir expert. Souvent, je pose la question à des personnes qui me disent « je ne vais pas y aller parce que je ne comprends pas ce que c'est trop compliqué pour moi, c'est trop technique et je vais attendre ». Et c'est des personnes qui conduisent des voitures tous les jours, mais qui sont incapables de me dire la différence entre un moteur en combustion, un moteur à explosion et un moteur à piston. Donc j'ai envie de dire, pensez utilité de tout ce qu'on peut vous raconter, qu'est-ce qui vous parle, quels sont vos points de friction aujourd'hui, que ce soit dans le monde financier, que ce soit sur la possession. On a parlé d'un immeuble, vous voulez peut-être acquérir un terrain, mais ça vaut trop cher pour vous. Donc voilà, pensez utilité, qu'est-ce que ça peut vous apporter, et tirer le fil rouge à partir de là. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin. Quand Internet a démarré, c'est vrai que dans les années 95-97, on parlait beaucoup de TCP/IP, HTTP, SMTP, POP3, parce que c'était très jeune. Et comme la technologie est très jeune, on parle aussi des couches basses. Mais demain, l'idée, c'est de ne plus parler du tout de ça. Personne n'a besoin de savoir ce que c'est que le Lightning Network qui est utilisé au Salvador. On a juste besoin de savoir qu'au Salvador, il y a une nouvelle monnaie qui est aussi légale que le dollar peut l'être et qui permet d'envoyer de l'argent aux États-Unis, intra-Salvador, à des coûts moindres. Donc pensez utilité, démystifier le concept et surtout ne croyez pas à tous ces gourous qui disent qu'ils vont vous apprendre à faire du trading ou je ne sais pas trop quoi, parce que vous n'en avez pas besoin. Oui, alors je suis entièrement d'accord. Hein.
Il y a beaucoup de choses. En fait, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un problème. En fait, parce que globalement, il n'y a rien de mystique ou très difficile à comprendre. C'est relativement très simple à comprendre. On parlait un peu de psychologie par rapport au fondement. Nous, les premiers, quand quelqu'un arrive dans la société, on leur dit, mais nous d'abord on essaie de recruter des gens intelligents parce que justement on change les paradigmes, on change les fondations de base en fait de cette décentralisation. Donc derrière, on va reconstruire des immeubles, mais complètement différemment parce que les fondations sont différentes, les paradigmes sont différents. Donc il faut avoir assez de flexibilité et de souplesse d'esprit pour justement fonctionner sur de nouveaux paradigmes. C'est pour ça que il y a énormément d'experts qui sont très jeunes dans la blockchain parce qu'ils ne sont pas standardisés par ces modèles précédents. Nous, c'est tout simple. Quelqu'un qui arrive dans la société, on lui dit va acheter tes premières cryptos, 1 centime, 2 centimes, on s'en fiche, mais va faire la démarche de aller sur un portefeuille, un exchange, aller sécuriser ton portefeuille d'une manière électronique ou pas, de ces différentes manières, pour comprendre, et puis après se projeter. Construire un immeuble, c'est pas sorcier. Construire des modèles ou les modes de fonctionnement de demain et les usages de demain, c'est pas sorcier. On a juste un nouvel outil qui est relativement simple à comprendre. Aujourd'hui, Internet, vous n'allez pas trembler pour l'expliquer à votre grand-mère. La blockchain, il n'y a aucune raison de trembler pour l'expliquer à sa grand-mère. C'est relativement simple, à la fois dans des usages qui sont beaucoup plus clairs aujourd'hui, et puis finalement, quand on rentre dans la technique, c'est juste un outil et un changement de paradigme. Donc on a un champ nouveau qui s'ouvre à nous, des constructions nouvelles qui s'ouvrent à nous. Il faut avoir juste un petit peu de flexibilité et se faire confiance dans la structuration et la compréhension des modèles. Mais s'il y a un truc qu'on ne comprend pas ou c'est mystique, comme 95% de beaucoup de projets blockchain ou d'ICO, c'était justifié que ça ne soit pas compréhensible. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est un conseil que j'applique à moi-même, c'est éduquez-vous pour apprendre. Aujourd'hui, on a tous Internet. Si vous allez voir tous les plus gros providers ou échanges de crypto dans le monde, ils ont tous des super pages, dont Ledger, qui sont des académies d'éducation, qui permettent de comprendre comment démarrer dans la crypto, comment acheter un bitcoin, qu'est-ce que c'est un bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi, où est-ce qu'on en trouve. Tout ça, c'est maintenant expliqué super facilement. Donc ça, c'est la première chose. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je travaille dans ce domaine-là depuis 3 ans et demi. Je lis encore au moins, probablement 1h30 par jour, des documents qui expliquent les nouvelles applications, les nouveaux protocoles, etc. Je comprends évidemment à peine plus de la moitié, pour être très honnête. On rentre vite dans une dimension très technique, mais on n'a pas besoin. Les premiers 50% suffisent et sont très bien expliqués pour démarrer. Voilà, et donc ça, c'est la première chose. Voilà, on a tous un rôle, le nôtre, si ça vous intéresse, d'aller lire. Le second, à mon sens, c'est le rôle des personnes qui, comme nous, sont dans l'écosystème. C'est d'évangéliser et d'éduquer, d'expliquer autour de nous, ce qu'on est en train de faire un petit peu aujourd'hui. Voilà, dans ce domaine, il y a beaucoup de jeunes, évidemment. Même des très jeunes, nous aussi on recrute les experts crypto qu'on a, les experts crypto qui ont plus de 40 ans, aucune offense avec personne, mais pas beaucoup finalement. Donc les experts qu'on va recruter à des postes qui peuvent être très importants aujourd'hui, c'est des personnes qui peuvent avoir 20 ans parce qu'ils ont créé un truc absolument formidable, qu'ils ont fait évoluer des protocoles, évoluer des monnaies, qui apportent beaucoup à la blockchain, à la crypto, à l'industrie en général. Et c'est ces gens-là qui sont importants, et ces gens-là, à 20 ans en développant tout ça, elles sont capables de l'expliquer, et c'est des informations qui vont très vite. Tous les gens dans ce domaine, toutes les personnes que je rencontre sont très ouvertes pour expliquer, très ouvertes pour transmettre. Et je ne sais pas si ça va rester comme ça longtemps, je l'espère, mais en tout cas, profitez-en parce que les gens sont très disponibles, très contents d'en parler et veulent attirer du monde avec eux sur ce magnifique chemin. Donc profitez-en, éduquez-vous, parlez à tout le monde et ça marchera assez facilement, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je rebondis sur ce que disait Quentin. Je pense qu'il y a une chance immense dans la blockchain, c'est cette entraide. Moi, pour avoir vu beaucoup de business différents, j'ai rarement vu un secteur aussi ouvert et aussi aidant pour de nouveaux entrants. Les gens donnent beaucoup
beaucoup de temps. Alors effectivement, il y a beaucoup de ressources. Pour ceux qui viennent de la partie développement, quasiment 95% est en open source. Moi j'ai même un de mes développeurs qui m'a demandé, alors la plateforme de NFT qu'on a développée, je peux faire la même mais pour moi. Ouais, c'est bizarre, mais en fait c'est open source, donc vas-y. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Après, effectivement, il faut faire un peu le tri aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de croyances. Il y a des dogmes forts dans la blockchain aussi. Il y a des chapelles, des religions même, limite. Donc au début, il ne faut pas trop rentrer dans tout ça, je pense. C'est mon conseil. Mais vraiment parler et échanger. Je suis aussi frappé. Alors moi, je suis dans un milieu qui... on est dans le cinéma, on finance des films, on a monté un fonds qu'on a tokenisé. Donc tokenisé, ça veut dire qu'on a pas de part de capital dans ce fonds, on n'a pas d'obligation, on a vraiment, c'est représenté par un token, un security token. Donc c'est pour ceux qui connaissent, security token, ça veut dire que je suis dans un monde extrêmement réglementé, puisque je suis dans le monde des titres financiers. Et titres financiers plus blockchain, crypto, ça fait pas forcément méga bon ménage en ce moment. Mais j'ai été frappé tout au long des 2 ans, de chemin de ce process par l'écoute, y compris des gens qui sont souvent un peu sorcierisés dans le milieu, comme les régulateurs. Les banques. Alors moi j'ai passé 10 ou 15 rendez-vous avec l'AMF. Ça a toujours été très intéressant. Ça a toujours été. Alors il y a une écoute, il y a du challenge, mais c'est intéressant. Et ils sont à l'écoute. On a in fine BNP Paribas qui travaille avec nous sur le fonds, qui recueille des fonds, qui assure le process KYC AML. Donc ces acteurs-là sont aussi en train de changer. Ils investissent beaucoup. Les acteurs du monde historique investissent beaucoup aussi sur ces domaines-là. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir de barrière et pas hésiter à poser des questions à ceux qui ont fait des choses. Et pour l'instant, effectivement, comme tu disais, ils sont accessibles. Y compris les plus grands, enfin, dans les conventions, les plus grands fondateurs, y compris les Futalik, etc., ils sont dispo, quoi. Ils répondent. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Et un dernier petit point, ça c'est vraiment l'entrepreneur qui parle, c'est essayer de mettre en revanche vraiment le moins de blockchain possible. C'est-à-dire que très souvent, on voit des super projets qui arrivent, de gens qui ont réfléchi pendant des mois à ça en partant de la blockchain et qui en réalité sont de super projets mais en fait qui n'ont pas besoin de blockchain pour se faire. Alors quand vous n'avez pas besoin de blockchain pour faire un projet, n'hésitez pas à l'enlever, parce que si vous pouvez le faire avec des technos qui existent depuis longtemps, n'hésitez pas, allez-y. En revanche, quand vous exploitez la blockchain pour ce qu'elle apporte, alors là c'est hyper intéressant. Je rebondis, oui, clairement. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie à dire vous n'avez pas besoin de blockchain pour ça. C'est vraiment, ça a été 3 ans de ma vie. Sur la partie disponibilité de la communauté, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce modèle-là. Comme la blockchain, c'est une mécanique décentralisée. En général, les gens ont pris conscience, et les fondateurs ou les précurseurs ont pris conscience qu'ils n'étaient qu'un maillon ou qu'un petit acteur par rapport à ça. Donc, quand on initie un changement, on ne pourra pas prendre de position dominante. Et de toute façon, si on décide de prendre une position dominante, on sait déjà que notre modèle ne marchera pas. Et donc, nous, quand on travaille sur la logistique, on apporte un modèle de responsabilité, de chaîne de responsabilité sur les réseaux logistiques. Mais de base, structurellement, de toute façon, on a décentralisé le modèle, on n'a aucune capacité à influencer dessus, on n'est qu'un petit acteur. Alors oui, on est les précurseurs de ça et on évangélise le monde dans ce sens-là, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, dans 5 ou 10 ans, c'est comme ça que ça fonctionnera, qu'on le veuille ou non, que Honest soit bon ou pas, mais c'est comme ça parce que ça appartient à la communauté, à cette mécanique de décentralisation. Et nous, on sera là peut-être encore présent parce qu'on continuera à apporter la valeur ajoutée, la petite valeur ajoutée, et on sera rémunéré que pour ça, pas pour tout ça, juste pour la petite valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que je pense que dans la mentalité des gens qui sont dans le milieu depuis un petit peu de temps ou des fondateurs, c'est vraiment cette logique de dire je suis qu'un tout petit acteur, prémisse d'une décentralisation globale, et donc chacun contribue à la construction de ces mécaniques décentralisées. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à une question un peu moins consensuelle. Donc nous on est BPI France, on a financé plus de 120 startups
blockchain, mais on est conscient qu'on est en concurrence avec un écosystème international. On est aussi conscient qu'on reste un État très centralisé depuis Napoléon, malgré pas mal de lois de décentralisation. On est à Paris aujourd'hui. Et donc, une des valeurs de la blockchain, c'est également la transparence. Qu'est-ce qui, pour vous paraît bien fait en France pour entreprendre dans ce secteur? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les années à venir? Ah ben déjà, moi je dirais nos ingénieurs français. On a les meilleurs ingénieurs. Enfin, il suffit de voir toutes les plateformes finances décentralisées. On trouve toujours des Français dans l'écosystème. Donc déjà, le capital humain, on l'a. C'est très bien. Ensuite, ce qui est fait aussi de bien, c'est qu'on a des exemples. On a de belles entreprises comme Ledger. D'ailleurs, je suis très contente d'annoncer que Pascal Gauthier est un angel investor chez moi. On a de belles entreprises comme Sorar, on a énormément de belles entreprises, Paraswap, on a énormément de belles entreprises et d'acteurs justement qui sont très ouverts à travailler ensemble et à collaborer, et ce qui permet aux nouveaux acteurs qui émergent de pouvoir partir de la deuxième, troisième marche de l'escalier. Ensuite, on a Yvan à la BPI. Non, mais c'est vrai que quand on contacte la BPI, en fait, il y a tellement d'antennes qu'on se sent très vite overwhelmed. Je ne sais pas le mot français. Et le fait de se dire que même sous un acteur comme la BPI, il y a eu le besoin identifié d'avoir une communauté, enfin un lead blockchain, c'est rassurant pour nous de nous dire qu'on n'est pas fou d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans la création finalement de ces entreprises qui sont peut-être appelées à 98% à mourir. C'est le fait des startups. Et quand on commence 3 ans plus tard, il y en a très peu qui survivent. Donc voilà, donc ça c'est très très encourageant. Mais je pense vraiment qu'en France, le capital humain, ce capital humain qu'on a, il est formidable, et avec nos écoles continues, et que peut-être les formations blockchain continuent à prendre plus d'ampleur dans les écoles d'ingénieurs. Je sais que moi, côté Afrique, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en collaboration les écosystèmes, parce que j'ai la chance d'appartenir à 3 écosystèmes, nord-américains, français et africains. Donc c'est vraiment d'essayer de les mettre ensemble. D'ailleurs, il y a un mois, et ce mois, il y a une centaine de jeunes africains qui ont été formés à la blockchain par Nomadix Labs. Voilà, donc c'est très important, et je pense que dans ces communautés justement qui peuvent être aujourd'hui transfrontalières, puisque la blockchain et les cryptos par définition sont apolitiques, n'ont pas de frontières, ça aide d'avoir aussi ce capital humain qu'on peut mutualiser, surtout pour un continent comme l'Afrique où nos jeunes sont plus de 60% en dessous de 17 ans, quoi. Donc voilà. Si je peux être un peu moins consensuel, parce qu'on a dit transparent. Donc, alors moi je pense qu'on a énormément d'actifs. Ah, c'est sûr, on a des talents. Alors même si moi je vois beaucoup plus de Russes que de Français dans les équipes blockchain quand même globalement, mais qui sont de très grands mathématiciens aussi, donc c'est pas surprenant. Hein. On a de très belles boîtes, y compris à Vierzon. Je dois dire d'ailleurs, j'adore votre tagline. Hein. Enfin, Paris, San Francisco, Vierzon, c'est vraiment le meilleur truc qui existe. Je suis fan. Donc, on a des magnifiques boîtes aussi dans les applications. On a des très belles équipes et la proximité est super importante. Enfin, nous, sur notre dernière opération, on a bossé on travaille sur Ethereum, on travaille sur Tezos. La dernière opération, on a monté la tokenisation, on l'a faite sur la blockchain Tezos. On a travaillé avec Nomadix Labs aussi. Le fait d'avoir des experts à proximité, ça change tout. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des actifs en France. On a BPI qui est effectivement très actif en financement et qui soutient beaucoup de projets. On en a bénéficié et on a même des organismes, nos tutelles par exemple, enfin le CNC qui est pas du tout, qui finance pas forcément ce genre de techno, nous a soutenu aussi. Donc on a des institutions qui sont là, surtout au début. Et en revanche, je pense qu'il nous manque un étage, très clairement, par rapport notamment aux Américains qui ont pris des risques de façon complètement différente. Notre communauté de VC, notre communauté du capital investissement, aujourd'hui
et même j'allais dire de l'affichage politique au plus haut niveau, pour moi aujourd'hui n'est pas à la hauteur des actifs qu'on a en France. Voilà, je suis les pieds dans le plat. Je crois qu'il y a un mec assez important qui vient tout à l'heure, au plus haut niveau, j'ai l'impression. En plus, on m'a dit qu'il avait qu'il écoutait des choses en ce moment, parce qu'il essaie de nous vendre des trucs. Donc je pense il faut vraiment faire passer le message vraiment plus haut niveau. Il y a effectivement des lobbies, parce qu'il y a une confusion, il y a des réalités qui s'entrechoquent, la blockchain, les cryptos, donc il y a des lobbies historiques qui sont peut-être plus forts en France à cause de notre centralité. Et si on n'a pas une volonté politique très forte, des moyens très forts, une communauté d'investissement qui prennent aussi peut-être des risques avec des moyens un peu plus différents, un peu plus innovants, parce que je dis pas il y a beaucoup d'investissements en capital risque dans des boîtes blockchain. Et c'est forcément très risqué, il y a 98% qui est sur le carreau, mais ça se fait encore sur des modalités classiques. Or, il n'y a rien de classique dans la blockchain. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui encore quelque chose qui manque, un dernier petit étage. On n'est pas très loin, objectivement, on n'est pas très loin. Quand on voit l'énergie, le temps que dépensent toutes les institutions là-dessus, l'argent, les coûts qu'on y a, on n'est pas très loin, mais il manque un petit truc. J'allais rebondir sur ces sujets-là très, très clairement. Il y a 6 ans, on alertait sur la fiscalité, qui était un problème majeur de la fuite des talents. Donc il n'y a pas de débat, on a des très bons potentiels en France, des très bons ingénieurs, et tous ces gens-là sont partis pour une raison toute simple, un problème de fiscalité. Et il y a eu un temps de latence. Il y a eu une réaction positive, très bien, mais un temps de latence qui a dégradé fortement l'écosystème et une dissémination de l'écosystème. Ce que je trouve très dommage, c'est que justement en France, on a un terreau et une capacité de création d'entreprise, que ce soit blockchain ou pas, justement avec des mécanismes de financement et tout ça. Et donc on a un terreau très actif d'entrepreneurs. La seule chose, et c'est un peu ça, on dit dire aux politiques, mais faites confiance à vos entrepreneurs. C'est-à-dire que vous mettez une pièce dans ces points-là, mais quand il y en a quelques-uns ou plusieurs qui commencent à vous alerter sur un point ou qui vous proposent des bacs à sable d'action pour les transformer et pour prendre des positions dominantes dans les industries de demain, mais faites-les confiance. Et effectivement, je suis complètement d'accord, il manque complètement un étage entre ce terreau d'entrepreneurs et de beaux projets qui sortent, et puis cette transposition, c'est-à-dire, on a discuté à l'époque avec pas mal de services de l'État, et puis il y a des gens opérationnels qui nous disaient très bien, ils nous disaient ça a l'air génial, mais de toute façon il faudra qu'on attende que d'autres pays le mettent en place pour qu'on le mette en place. C'est terrible d'entendre ça parce qu'on sait que ça pousse du bas et ça a été financé par le bas avec des acteurs qui sont là, que c'est prêt, qu'on va droit dans le mur, enfin qu'on va dedans et que de toute façon ça va se faire, et même eux en sont persuadés. Mais il n'y a pas le gap qui est passé. Donc je pense qu'il y a cet étage. Il est souvent compensé effectivement, normalement ou en général, par des VC qui ont cette capacité-là. C'est vrai que là, ils ont été un peu dépassés, les VC, je crois. Et puis, il y a eu un financement international de cette mécanique de décentralisation. Mais je pense qu'il y a ça. On a un très beau terreau, des très bons talents. Juste ce petit gap-là de transposition. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore loupé la vague. Voilà, je ne sais pas si on est loin ou pas, mais en tout cas, on ne l'a pas encore loupé parce qu'il y a des applications faciles à mettre en œuvre. Même si ça ne va pas dans le sens de l'histoire, ça ne sera pas un grand coup et une grosse perte. Mais de ne pas le faire, je pense que c'est la plus grosse perte qu'on a aujourd'hui en France. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour rebondir sur le sujet des VC, donc ces fonds qui prennent des risques pour investir dans les sociétés de crypto, de blockchain, on en est l'exemple, c'est-à-dire que dès qu'une société a beaucoup de succès, qu'elle lève beaucoup de fonds, beaucoup de dirigeants presque naturellement vont se diriger vers des VC qui vont être aux États-Unis, sans même penser aux possibilités qu'on peut avoir en France, si tant est qu'il y en ait à ces niveaux-là. Ça, je pense que c'est un problème qu'on ne puisse pas adresser ces levées chez nous, d'abord sur des tours importants. Voilà, ça c'est le premier problème. Le second, c'est que sur ce même type de société, vous l'avez dit, on a un super terreau, on a beaucoup d'ingénieurs, mais
comme justement, là c'est super, tout va bien en France, on a beaucoup de sociétés qui grossissent très vite, on a de plus en plus de mal à trouver des super ingénieurs, des ingénieurs blockchain, crypto, c'est très compliqué. Donc les talents, il y en a beaucoup en Russie, il y en a beaucoup aux US, il y en a partout, il y en a en Asie, il y en a partout dans le monde. Je ne sais pas quelle est la solution, mais il faut qu'on trouve un moyen d'en attirer encore plus chez nous, dans ces sociétés-là. Ce qui n'est pas une mince affaire, nous on le fait. Alors Paris c'est super, c'est beau, la France c'est génial, donc les gens acceptent de venir. Non mais c'est vrai, c'est un peu plus léger comme Vierzon, mais Vierzon, on a un peu moins de talents internationaux pour être honnête. Plus des gens de la région centre de la France. Parce qu'on a une usine à Vierzon, on est très fiers d'être français puisqu'on a relocalisé des emplois dans cette région de la France et c'est là où on produit. Donc on a une usine, on produit les hardware qu'on vend. Mais voilà, je pense qu'il faut... C'est en 2 étapes, quoi. Pouvoir trouver ces fonds-là en France, ce serait super, et avec ces fonds attirer l'international, puisque de toute façon, le succès de ces grosses sociétés-là, ou qui vont devenir de très grosses sociétés, des géants de la tech en Europe, dans le monde, le succès passera par l'international. C'est pas que les talents français qui vont réussir à faire grandir la France et les entreprises françaises. La France et les entreprises françaises grandissent avec les talents qu'on va chercher, qui vont nous aider. Et la compétition avec les US, eh ben, elle est rude, ils sont plus nombreux. Et crypto, blockchain, ça va très vite et ils attendent personne. Voilà. Si je peux compléter, alors je ne sais pas s'il y a des temps de parole qui sont décomptés. Non, c'est bon, merci. Donc, si je peux compléter ça, je trouve qu'il y a un enjeu, à mon avis, sur la communauté d'investissement, et peut-être qu'on y est nous confrontés parce qu'on n'est pas un pure player. Logical Pictures, c'est une boîte de financement dans le contenu. On finance des films et des séries, on les distribue, on les produit. Et il se trouve que, de par ma formation peut-être d'ingénieur et puis un tropisme de curiosité, j'essaie de trouver l'interconnexion entre la blockchain et ce secteur-là. Mais je trouve qu'on est aujourd'hui trop confronté, et encore une fois en France un peu moins, vraiment moins quand je me balade ou quand je me baladais, oui, quand on va recommencer à se balader. Mais pour l'instant en France on est quand même contraint sur un truc qui est que assez souvent, et ça me rappelle il y a très longtemps quand j'étais avec l'Anvar en 97, 98 à Capital IT, j'étais à l'époque un jeune et fringant consultant, j'avais plein de cheveux et cheveux courts parce que j'avais pas à compenser la perte. Donc du coup, et je me souviens très bien des questions des VC qui étaient, parce qu'on était encore dans les couches basses, ok, vous faites de l'internet, vous faites quoi? Et c'est quoi, quelle case vous cochez? Et aujourd'hui, je pense que les financeurs en capitaux en France sont encore sur ce registre-là. Et s'ils financent de la blockchain, ils financent vraiment des cas particuliers, des cases. Or, c'est là où c'est important, tu as raison, il ne faut pas qu'on rate la vague, ça se commoditise la blockchain. Donc en fait, la question, c'est pas tellement vous faites quoi en blockchain, ça peut être le cas évidemment si on est un pure player, mais c'est plutôt comment vous utilisez la blockchain en fait. Moi je le vis au quotidien puisque du coup j'interviens là sur la blockchain alors qu'en fait je pourrais intervenir sur la French Touch avec Nicolas Parpex et ses équipes, qui est le référent média, industrie créative. Donc Et on a souvent cette question-là, c'est-à-dire que ah oui, mais vous êtes une boîte blockchain, du coup c'est pas nous, on fait pas ça. Ou alors ah oui, mais attendez, je comprends pas, vous faites de la blockchain quand on parle à des gens qui sont dans le métier. Donc aujourd'hui, on a encore ce sujet-là, et je pense que très très vite, si on veut pas rater la vague, il faut plutôt que, d'ailleurs c'est un virage que les VC ont pris et tous les investisseurs ont pris aujourd'hui, ils posent pas la question est-ce que vous êtes dans le développement durable. Ils posent la question à toute leur participation et à toutes les boîtes dans lesquelles ils veulent investir. Vous faites quoi au sujet du développement durable? C'est quoi votre empreinte écologique? C'est quoi votre responsabilité sociale? On en est là. Je pense qu'assez vite, il faut que ce prisme-là intervienne aussi chez les investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'aurais envie que les gros fonds de capital développement posent la question à leur participation. Mais vous faites quoi dans la blockchain? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce qu'il y a une task force chez vous qui utilise et qui a un bac à sable et qui fait des tests, tu vois. Enfin, c'est ce que tu fais. Tu es dans un univers très historique, la logistique, et tu utilises des technos blockchain. Ah mais c'est clairement ça. Au départ, nous on était très fiers, mais les premiers gros utilisateurs de blockchain public, gestion de wallet, clé privée, clé publique, c'est les chauffeurs routiers, quoi.
au quotidien sur l'ensemble de trucs. Donc les gros volumes de transfert d'actifs, ils n'étaient pas financiers et gérés par des chauffeurs routiers qui parlaient pas forcément plein de langues différentes et ils géraient des clés les privés. Et vraiment la notion de c'est un outil. Voilà. On a passé quand même nous 1 an, on a enlevé tout le mot blockchain de l'ensemble de nos communications pendant 1 an. Pendant 1 an, on était des experts logistiques et les gens connaissent notre historique en blockchain, en techno et tout ça. Donc les gens disaient, tu n'en communiques plus? Non, en fait, j'ai arrêté parce que c'est tellement buzzword. Les mecs, on avait des gens, enfin, vous les avez tous eus, hein, qui arrivent. Bonjour, je dois faire mon projet blockchain. Ok, bah écoute, bon courage. Voilà. Et nous, on arrivait différemment, c'est-à-dire que par bouche à oreille, le directeur logistique avait besoin de mettre en place un système de sécurisation de ses réseaux logistiques. Et puis au bout d'un moment, ça remontait. Et puis au bout d'un moment, il disait bon, bah, je crois qu'ils utilisent la blockchain. Et puis on avait toujours le directeur innovation qui arrivait avec les grands yeux, il disait ça y est, enfin, ils m'ont trouvé mon cas d'utilisation de la blockchain sur un vrai truc opérationnel terrain. C'est vraiment ça, c'est l'outil doit disparaître, mais par contre, il faut le traiter sérieusement l'outil, quoi. Il ne faut pas juste mettre le buzzword pour avoir mis le buzzword, quoi. Alors c'est vrai que dans mon intervention, j'ai été très positive en parlant du capital humain et vous avez levé le sujet de l'investissement. C'est une très longue histoire. Les investisseurs français, déjà blockchain, crypto, femmes françaises mais africaines, noires, ça commence à être très 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 compliqué et c'est un mélange très très compliqué. Donc aujourd'hui j'ai finalisé ma levée, hein, mais j'ai des investisseurs uniquement américains, néo-zélandais même. Le seul investisseur français c'est Pascal Gauthier et il s'est décidé en l'une des meilleures. Et vraiment, quand j'ai commencé cette aventure, je me suis dit, je suis profondément africaine, profondément française, et c'est vrai que c'était bien de créer ce pont entre mes 2 cultures. Et j'ai été assez surprise de voir avec comment j'étais reçue par les VC français. Donc je ne leur parle plus. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon écosystème aux États-Unis, en plus les meilleurs. Hein, c'est pas des VC tier 2, tier 3. Donc je me dis, finalement, si on a des personnes du calibre de CoinShares, de Blockworks qui investissent dans les sociétés comme Ijara, qui perçoivent le potentiel de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de révolutionner, que ce soit pour l'Afrique francophone et sa diaspora, comment ça se fait que des VC français, avec l'histoire qu'on a entre l'Afrique et la France, n'arrivent pas à le percevoir? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas la réponse, hein, mais bon, on continue d'avancer et on avancera et la France sera encore, j'espère, pas larguée. Il n'est pas trop tard, tu le disais d'ailleurs, hein, il n'est pas trop tard, il est encore temps de prendre le train en route, mais nous, on doit avancer pour nous, pour nos collaborateurs, pour les communautés qu'on sert, c'est très important, donc on doit avancer. Je pense qu'on a été un peu difficile, Yvan, sur la partie capital risque, mais c'est aussi dans enfin, la conclusion en fait, c'est que quand j'écoute tout le monde, ce qui en ressort, c'est que dès lors qu'on s'attaque à de l'international et qu'on veut aller plus vite, c'est l'international qui nous aide justement. C'est-à-dire que c'est autour de la France que beaucoup les US qui nous aident, mais bon, faut quand même être conscient qu'on a encore beaucoup de fonds français au capital qui sont très bien, qui investissent dans plein de sociétés superbes en France. La BPI qui finance énormément de sociétés. La société dans laquelle je travaillais avant était aussi financée par la BPI, donc pas par du capital, mais par des aides et tout un tas d'autres mécanismes. Donc ça, on a quand même une chance incroyable. Et moi, je suis pas entrepreneur, mais je pense à mes amis autour de la table. Il y a quand même beaucoup d'aides. Je suis pas sûr que tous les pays puissent avoir ça, puissent être soutenus pour entreprendre à ce point-là. Donc ça, c'est super. Je pense que c'est sur des stades de développement un peu plus, on va dire étape 2, étape 3, pour aller vraiment plus vite international. Là, je pense qu'on est un peu, on prend du retard et on est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Et puis il y a des nouveaux VC qui sont des pure players crypto. Et ça nous, enfin, nous on a un fonds qui est rentré dans Honest. Le fonds était encore à peine créé qu'ils sont rentrés dans Honest parce que il y avait des cryptos à gérer et voilà. Et ils sont devenus, ils ont fait des beaux investissements dans Honest et ils sont devenus des acteurs référents du marché et ils sont des gros acteurs maintenant. Donc aujourd'hui on va aussi avoir toute cette vague de VC. Les VC sont peut-être certains sont restés
restés sur le carreau. Ils n'ont pas vu que ils n'ont même pas financé leur propre transformation. Donc il y a tous ces acteurs-là qui peuvent nous aider aussi au quotidien. Oui, tout à fait, pour peut-être donner des ordres de grandeur. Et ça, c'est un travail qu'on a fait très sérieusement avec le fonds de fonds chez BPI France, puisque BPI France a investi dans un fonds qui fait de l'actif digital et de la crypto, donc White Star Capital Digital Assets. On va regarder d'autres fonds, parce qu'aujourd'hui, il y a 100 milliards d'actifs sous gestion, principalement US et Asie, 30 milliards chez les VC, 40 à 50 milliards chez les asset managers, dont le plus grand connu est Grayscale, et le reste sont des hedge funds. Et donc l'argent, il est là, et il travaille déjà, c'est-à-dire que c'est 100 milliards plus l'exposition des corporates type MicroStrategy qui ont pris des positions en pure crypto. Il y a une exposition minimale qu'on estime à 300 milliards. Donc il y a déjà 300 milliards qui travaillent. Donc de manière très pragmatique et très réaliste, on pense qu'il faut engager plus de fonds et plus de soutien à cet écosystème, parce que 300 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps peut-être de prendre une question dans la salle. Oui. Voilà. Moi, je connais rien à tout ce que vous venez de raconter, mais je sais pas, vous avez omis un truc, c'est la piraterie informatique qui est protégée par un certain président de Russie. Parce qu'il sait se faire respecter, lui. Alors, j'ai une... Tout le monde se tait. Non, au contraire. En plus, je suis d'origine russe, donc c'est un sujet que je connais bien. Il y a bien sûr un lien avec la cybersécurité, avec la géopolitique aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf. Il y a des nations qui investissent des budgets militaires dans la cybersécurité. Et c'est quelque chose qui est intimement lié à la blockchain. Parce que quand on travaille, quand on code dans la blockchain, on est parano sur son code. Comme il est tout ouvert, il est accessible et il peut être piraté. Et donc je pense qu'il y a une convergence des deux technos. On a énormément besoin d'ingénieurs en cyber. Et du coup, peut y avoir un lien entre les États et cet écosystème et une collaboration possible. Ils ont plutôt intérêt à protéger cet écosystème. Clairement, et c'est complètement lié dans la sécurité informatique parce que ça change aussi les paradigmes de construction des sécurisations informatiques. C'est-à-dire qu'avant, on avait des architectures informatiques centralisées dans lesquelles on mettait beaucoup de barrières et énormément de barrières et de plus en plus de barrières et de plus en plus hautes. Et puis, avec la mécanique de décentralisation et les capacités de chiffrement, on est en capacité de venir créer de la sécurité de manière décentralisée dans chaque petit élément. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de passer 1 heure, 3 heures, 8 ans ou 200 millions de dollars, parce que c'est aussi un point financier, à attaquer un point. Mais en attaquant un point, j'attaque qu'un seul point et il y en a des milliers d'autres à attaquer. Et donc la logique de sécurisation, elle passe aussi par une modification de l'architecture de décentralisation. Nous, quand on discute avec les services IT des grands groupes, c'est toujours très marrant de voir les premiers rendez-vous. Ils nous disent attention, la sécurité, on a des exigences comme ça. Voilà. Et on leur dit écoutez, ça tombe bien, nous, nos exigences, elles sont là. Et là, ils font ah oui, bon, ça devrait aller là, je pense. Oui. Mais parce qu'on a une mécanique différente de sécurisation à chaque étage dans une modèle de décentralisation. Je vais conclure. Déjà, je remercie très chaleureusement nos intervenants. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et d'avoir fait concurrence à notre président sur ce créneau horaire. Et du coup, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, bien sûr, à contacter nos intervenants et à nous poser des questions in real life et offline. Merci encore. Merci Yvan.